Alors avec son titre, notre colloque fait un double pas de côté par rapport à l'époque, ou plutôt un pas de chaque côté. Alors le deuxième, je ne le dirai qu'à la fin de ma présentation, sinon vous allez tenir le grand écart pendant 15 minutes, ça risque d'être assez inconfortable. Le premier pas consiste à proposer une autre attitude que celle qui nous est familière ces temps-ci. Espérer, au lieu de se lamenter en gémissant que vraiment là cette fois-ci c'est vrai, tout fiche le camp, espérer c'est adopter une attitude positive. Mais cet élan s'accompagne d'une stase. Espérer ce n'est pas agir. Je ne sais pas si la jeune femme qui s'est déshabillée en plein Téhéran le mois dernier pour répondre au mollah qui lui intimait de se couvrir la tête avait des raisons d'espérer. Mais ça ne l'a pas empêché d'agir. Son geste héroïque symbolise la résistance des femmes iraniennes à l'oppression. Alors évidemment, à côté d'un tel acte, pour une féministe, se contenter d'espérer, c'est moins glorieux. C'est attendre un changement qui viendrait d'ailleurs, fait par d'autres. Quelle dimension féministe pourrait-il y avoir dans une attitude qui conforte le cliché misogyne, attribuant aux femmes la passivité et l'hétéronomie? Pour le savoir, sans doute faut-il distinguer espoir et attente. Alors, commençons par une petite histoire, puisqu'effectivement, moi je suis littéraire, je travaille sur les histoires et sur les textes, pas sur les souris. Bon. Et, alors, on va partir des premiers textes européens qu'on a pu retrouver, les textes d'Hésiode, un poète du 8e siècle avant notre ère, dans lesquels l'espoir est masculin et l'attente féminine. Dans les Travaux et les Jours, Hésiode raconte la création de la première femme. Donc Zeus fabrique Pandora, vous connaissez tous et toutes cette histoire, et Pandora sert de piège pour emprisonner le désir des hommes et épuiser leurs forces. Et Pandora apporte avec elle non pas une boîte, comme le veut la légende moderne, mais une jarre, représentée ici. Vous voyez que c'est aussi une métonymie de son corps. Et voilà qu'elle ouvre le couvercle de cette jarre en faisant s'envoler tous les maux qui étaient contenus. Donc la mort, les maladies, la fatigue vont désormais parcourir la terre pour frapper les hommes au hasard et de leur propre mouvement, automatoi, comme des automates, nous dit Hésiode. Et seul l'espoir, elpis en grec, reste dans la jarre, nous dit Hésiode. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Tout à l'heure, Pauline Chaste évoquait l'ambivalence du terme d'espoir, effectivement, dans le mythe de Pandore. Effectivement, est-ce que ça signifie que les hommes, frappés de malheur à cause des femmes, n'ont plus que l'espoir que ça aille mieux pour se consoler ? On peut lire autrement le passage, si on considère que les maladies qui affligent les hommes sont sorties, tandis que l'espoir reste enfermé, donc interdit d'accès. Alors non seulement les hommes souffriraient à cause des femmes, mais ils n'auraient même pas la consolation d'espérer en l'avenir. À moins qu'une troisième lecture ne soit possible, celle que propose notamment Jean-Pierre Vernant, qui rappelle que le terme elpis, en grec, peut signifier, certes, espoir, mais aussi attente. Dans cette perspective, les hommes auraient au dehors les maladies qui les guettent, et en eux, l'attente angoissée des malheurs intempestifs. À moins, encore une fois, que l'impossibilité de prévoir le malheur ne soit justement une libération. Donc on le voit dans le texte, le sens de la notion d'espoir ou d'attente reste très indécis. Mais le propos de l'histoire est clair. La création des femmes inaugure pour les hommes l'entrée dans le temps, une sortie de l'âge d'or dans lequel ils vivaient. Cette entrée dans le temps est détaillée dans un autre poème d'Hésiode, la Théogonie. Bon, je ne vous lis pas voilà, vous pouvez vous divertir de mon propos en lisant vous-même les citations. Hésiode nous raconte qu'un homme a besoin d'une épouse pour qu'après sa mort, son bien ne soit pas partagé entre ses collatéraux. Donc les hommes ont besoin des femmes pour se survivre par un lignage. Ainsi, l'espoir d'une descendance est masculin. Hésiode ne décrit d'ailleurs jamais le corps féminin qui attend l'enfant, pas plus qu'il ne dit que c'est de ce corps que les enfants viennent au monde. La femme est comme une jarre, un simple réceptacle, je le cite, engrangeant dans son ventre la peine d'autrui. Tel est le modèle qui va imprégner les traités médicaux des siècles suivants. Ils présentent tous le corps des femmes comme un champ, un terreau, qui attend passivement d'être ensemencé par les graines masculines, le sperma, qui veut dire graine en grec. Dans les théories de la reproduction, ce modèle d'un corps féminin en attente du germe de vie masculin a prévalu jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. La capacité des femmes à apporter elle aussi un germe vital n'a été reconnue qu'au tournant du XIXe avec la découverte de l'ovulation, comme l'a montré l'historien Thomas Lacker dans La fabrique du sexe.
Le modèle de la reproduction 19e reconnaît enfin aux femmes ce que la poésie ironique d'Hésiode tenait au loin, l'idée qu'elles seraient comme Zeus, capables de créer un être humain. Il semble que la négation du temps corporel des femmes provienne de la haine ancestrale de leur puissance créatrice, de leur capacité à attendre activement un enfant. Cela se révèle chez Hésiode dans l'attribution aux seuls hommes d'une condition temporelle, alors qu'il est manifeste qu'une femme qui attend un enfant s'inscrit particulièrement dans le temps. Cette attente active, propre au corps féminin, a été la source de différentes revendications féministes au XXe siècle. Pour certaines, comme Antoinette Fouque, la capacité gestationnelle était un génie des femmes à mettre en valeur. Pour d'autres, l'espoir était que les femmes disposent enfin librement de leur corps, notamment par l'IVG et par la pilule, par exemple. Mais ces mobilisations autour de l'attente gestationnelle ont occulté une autre forme d'attente qui marque le corps de la majorité des femmes et qui est moins souvent un objet pour l'émancipation féministe, l'attente menstruelle. C'est une attente inverse de celle de la grossesse, puisqu'on attend le signe de la non-venue d'un enfant, et c'est une attente qui est beaucoup plus présente dans la vie des femmes. C'est donc l'attente principale. Pourtant, cette forme du temps féminin a peu intéressé jusqu'à ces dernières années. D'abord parce que les règles ont été considérées comme le signe de l'anomalie du corps féminin en deux sens. C'est d'un côté un corps pathologique. Dans Le deuxième sexe, en 1949, Simone de Beauvoir décrivait les règles selon la même rhétorique 19e qu'on trouvait chez Michelet quand il parlait de la crise menstruelle d'une animale blessée chaque mois. Et c'est bien aujourd'hui toute l'ambiguïté des lois sur le congé menstruel votées récemment dans différents pays d'Europe. Elles visibilisent et naturalisent la menstruation, mais au risque de repathologiser le corps des femmes. Selon l'autre perspective, le corps menstruel est un corps cosmique. Quelques rares féministes ont ainsi envisagé la menstruation comme un pouvoir que les femmes devraient revendiquer. Alors la première, il me semble, c'est à la fin du XIXe siècle, Lou Andréas Salomé, qui en 1886, dans Eros, 99, explique que le cycle menstruel mime le cycle lunaire et que ça rappelle aux femmes qu'elles sont proches de l'originaire, qu'elles ne se sont pas perdues dans la dégénérescence de la civilisation. Donc cette espèce de fantasme cosmique, il va parcourir quelques courants féministes jusque récemment, en 2021, dans l'ouvrage de Rose Deer, The Menstrual Imaginary, où elle propose de relire les textes des féministes des années 70, ceux d'Hélène Cixous, ceux de Lucie Irigaray, pour montrer que la puissance d'indéfinition des femmes que ces autrices entendaient présenter est en fait la puissance menstruelle qu'elles n'ont jamais nommée. Donc une sorte de relecture de l'héritage féministe par ce motif menstruel. Enfin, en ce début de XXIe siècle, nombreux sont les groupes de jeunes féministes qui appellent à une fierté menstruelle pour rompre avec le tabou. Vous avez peut-être vu notamment des manifestations de ce qu'on appelle l'activisme menstruel, notamment dans certains campus universitaires. Avec ces deux tendances, le corps pathologique ou le corps cosmique, on semble n'avoir le choix qu'entre victimisation et mystique. Ainsi, il me semble qu'il reste encore à espérer une libération pour la corporéité féminine qui lui permettrait de sortir de l'imaginaire. C'est bien une science, un savoir féministe qui est source de raison d'espérer, particulièrement dans le domaine menstruel. Les règles sont encore très mal connues sur le plan scientifique. Alors, il y a beaucoup de scientifiques dans la salle, donc vous allez sûrement me détromper, mais pour l'instant, j'ai lu beaucoup d'études qui sont toutes, qui vont dans des directions très différentes, et la science est encore assez peu stabilisée sur le sujet. On ne comprend pas l'utilité des règles pour le fonctionnement du corps. Même s'il y a eu des avancées, par exemple la reconnaissance de l'existence de la maladie de l'endométriose, par exemple, ce genre de choses. Bon. Mais attendre que la science menstruelle progresse, c'est espérer libérer les menstruantes victimes d'ostracisme dans de nombreuses cultures à travers le monde. Et sans doute cet espoir est-il fondé. En Chine, le mois dernier, il y a eu un soulèvement des femmes contre le prix des serviettes hygiéniques. Alors, est-ce que c'est un début de revendication féministe ? L'avenir nous le dira. Et même dans les pays occidentaux, il me semble qu'on peut espérer qu'un tel savoir permettrait de nourrir aussi d'autres formes de progrès, notamment nourrir des discussions plus apaisées entre différentes générations féministes, et particulièrement entre mouvements trans et féministes radicales. Alors, depuis tout à l'heure, je vous ai laissé sur un seul pied, et c'était déjà assez inconfortable. Là, j'annonce le deuxième pas de côté. Le premier, c'était espérer au lieu de se lamenter. Le deuxième pas de côté proposé par ce colloque, c'est
des raisons d'espérer au lieu de raisons d'agir. Alors vous allez me dire, tout ça pour ça, on revient à la passivité? Pas forcément. Parce qu'espérer, c'est espérer en l'action des autres, pas toujours par lâcheté, aussi parfois par générosité, par capacité à se décentrer. Être capable de percevoir des actions portées par d'autres, des changements de mentalité qui sont en cours ailleurs, sous d'autres mots d'ordre, portés par de nouvelles générations, en qui on est capable de reconnaître une mobilisation pour certains idéaux communs, même si on n'est pas forcément d'accord avec toutes leurs idées, et notamment avec leur refus de la différence sexuelle. Quel que soit l'avis de chacun et chacune ici sur la binarité, on peut espérer que dégenrer l'attente permettrait de penser aussi, notamment, l'inscription des corps masculins dans le temps. Finalement, au-delà des éléments scientifiques, c'est un nouveau savoir philosophique qui peut se déployer à partir de l'expérience menstruelle, celui d'une condition temporelle des corps, dont l'expérience menstruelle serait le paradigme. Qu'est-ce que le corps menstruel? Alors c'est d'abord un corps qui est traversé par des lois biologiques qui, pour certaines femmes, leur fait regretter d'être assujetties à l'espèce, comme le dit Simone de Beauvoir, alors que pour d'autres, au contraire, c'est le vecteur d'une communion imaginaire et réconfortante avec un ordre ou des lois de la nature. C'est ensuite un corps irrégulier, comme le décrit Aristote dans Histoire des animaux. Alors, si j'avais su que l'écran était si grand, j'aurais mis plein de citations pour faire sérieux. Bon, là, je vous ai juste mis les titres. Donc, Aristote souligne que les règles ne sont pas liées au rythme de la Lune, mais qu'elles tendent à arriver tous les mois selon un rythme presque lunaire, nous dit-il. Et c'est dans ce temps du presque que réside justement le temps humain que définit Aristote. Dans la physique, il présente un temps qui n'est justement pas le temps idéal, parfait, c'est au contraire le temps des projets ratés, recommencés, un temps automatos, on retrouve le même adjectif que pour les maladies chez Hésiode, c'est-à-dire un temps qui arrive de manière intempestive quasiment, ce hasard qui peut faire échouer les projets humains, mais qui peut aussi libérer les corps et les êtres des lois de la matière et du monde. Par son ambiguïté, le temps menstruel recouvre les contradictions de la condition temporelle, faite à la fois de lois déterministes et de possibles imprévisibles. Attendre ces règles, pour les femmes qui ne disposent pas de moyens de contraception, c'est attendre d'être sûre de ne pas être enceinte, ou pas, parce qu'il existe des règles dites fantômes qui poursuivent un semblant de menstruation pendant les premiers mois de grossesse. Donc il me semble que l'expérience menstruelle fait des femmes des herméneutes de leur corps, mais d'une herméneutique folle, puisque les signes qu'elles déchiffrent sur leur corps sont des signes d'un état et aussi des signes de son contraire. De plus, l'attente des règles est souvent vaine. Parfois, elles arrivent à l'impromptu, souvent elles sont irrégulières, même par rapport au schéma personnel que chacune a pu essayer de dessiner pour soi-même, puisque rares sont les règles qui suivent le rythme défini par la science moderne, ces fameux 28 jours dont le cycle parfait est un fantasme. Cette expérience d'une attente ambiguë, ambivalente et inquiète est rarement décrite dans les textes, mais on peut en trouver la trace dans certains ouvrages médicaux antiques. Dans le corpus hippocratique, notamment, particulièrement dans Nature de la femme, des chapitres entiers sont consacrés à la scrutation de la régularité menstruelle. Mais il n'est pas question d'une cyclicité qui mimerait la période lunaire et un ordre cosmique. Pour la pensée hippocratique, les règles sont attendues comme le signe banal de la santé d'une femme, dont le corps doit se purger régulièrement de son trop-plein liquide, à la façon d'un système hydraulique. Donc on est loin du corps cosmique. Et des lectures féministes un peu trop rapides du corpus hippocratique ont considéré cette scrutation et ce soin médical de la régularité menstruelle comme un souci masculiniste de contrôler le corps des femmes pour le vouer à la reproduction. Il me semble qu'on peut au contraire proposer une lecture inverse. Avant que ne soit légalisée la pilule, les moyens de contraception et l'interruption volontaire de grossesse, le retour des règles était attendu par de nombreuses femmes comme une libération, un soulagement. Dans cette perspective, on pourrait faire l'hypothèse que les traités médicaux qui, depuis Hippocrate jusqu'au XIXe siècle, ont prodigué des recettes et des remèdes pour faire revenir les règles et pour garantir la régularité, c'était le terme utilisé jusqu'au XIXe, la régularité des femmes, tous ces traités procuraient en réalité secrètement aux femmes les moyens de ne plus être enceintes, donc d'avorter, pour appeler les choses par le nom qui était alors tabou. N'était-ce pas déjà un savoir féministe que recelaient ces textes ? Ainsi, l'espoir n'est pas seulement une dimension de l'avenir, l'attente de progrès futurs, il nous appelle à lire dans le passé de quoi nourrir nos espoirs
en rouvrant une histoire des savoirs et des pratiques émancipatrices pour réinscrire la libération féministe dans le temps. Proposer un savoir féministe, c'est espérer libérer les femmes des déterminismes physiologiques autant que des mystères qu'ils recouvrent encore et de l'obscurantisme qu'ils nourrissent. C'est aussi ouvrir l'espérance à rebours. S'il faut que la science du corps féminin progresse encore à l'avenir, on peut aussi y contribuer en tournant nos espoirs vers le passé, en cherchant des pensées féministes et des pratiques émancipatrices cachées jusque dans les corpus les plus anciens. On peut renouer l'histoire collective des espoirs et des attentes féminines, tout en y puisant de quoi frayer d'autres voies féministes pour l'avenir. Et juste comme petit cadeau final, puisque Muriel a ouvert la matinée en évoquant Notre-Dame, je voulais juste vous projeter une photo qui n'a aucun rapport avec mon sujet, mais avec le féminisme et Notre-Dame, un montage d'Orlan que je trouve très inspirant. Voilà, je vous remercie.